et à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé Transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte en droit français, quelles obligations pour les entreprises. Alors mon nom est Linda Couturier-Sabgui, directrice marketing et communication de QS Group et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire un peu spécial puisque le format n'est pas comme à l'habitude. Nous avons choisi aujourd'hui d'être accompagné d'un seul expert, contrairement aux autres webinaires où nous réunissons plusieurs intervenants avec des profils variés. Mais aujourd'hui, il nous a semblé important de ne traiter que l'aspect réglementaire et donc des obligations qui vont s'imposer à vous très prochainement. Alors, et donc aujourd'hui, à mes côtés, Julie Belsorte, avocat associé partenaire chez KPMG Avocats, et que je suis ravie de retrouver puisque Julie a été intervenante à nos deux derniers webinaires, donc un en fin d'année dernière sur ce sujet et puis celui du 23 février qu'on a fait exactement sur la même thématique. Et en fait, c'est son intervention, la qualité de ses réponses sont très très appréciées de l'audience et donc c'est tout naturellement qu'on a souhaité organiser ce webinaire le 23 février et le 10 mars avec Julie à l'occasion de la transposition de la directive lanceur d'alerte en droit français. Alors Julie, vous co-dirigez le département compliance du cabinet KPMG Avocats avec une expérience de plus de 15 ans partagée entre plusieurs cabinets d'avocats et vous intervenez principalement en matière de lutte anticorruption, notamment sur les problématiques de mise en place de dispositifs d'alerte, gestion des alertes, cartographie des risques de corruption, rédaction des codes de conduite et politique, préparation et gestion des contrôles. Alors, hop. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous donner quelques informations concernant les fonctionnalités ou widgets qu'offre la plateforme sur laquelle vous vous êtes connecté. Alors, utilisez les commandes que vous voyez sur ce slide si vous souhaitez réduire ou agrandir une fenêtre. Glissez le coin inférieur droit de la fenêtre pour la redimensionner. Cliquez sur l'icône avec un point d'interrogation. Hop. Si vous souhaitez une assistance technique. Ensuite, hop, avec le Media Player, vous pourrez visualiser nos intervenants. Ensuite, avec le module Q&A, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Je vous rappelle qu'à l'issue des présentations, nous répondrons à toutes vos questions. Ensuite, si vous cliquez sur l'icône avec un trombone, vous pourrez télécharger les présentations que nous avons mises à votre disposition. Alors, ensuite, vous pouvez également cliquer sur l'icône avec une feuille et un crayon pour répondre au questionnaire de satisfaction. Et enfin, vous pouvez cliquer sur l'icône avec un haut-parleur, hop, voilà, pour vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 14 avril à 11 h sur les meilleures pratiques pour mettre en œuvre un dispositif d'alerte interne efficace et conforme à la loi. Hop. Alors, revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comme vous le savez, et après 3 mois de parcours législatif, les députés et les sénateurs se sont mis d'accord le 16 février dernier sur le projet de loi du député Sylvain Waserman qui vise à transposer la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte dans le droit français. Alors on le sait, cette loi française a été introduite avec un peu de retard, mais le résultat est là, puisque selon Sylvain Waserman, ce texte, je le cite, constitue la meilleure protection des lanceurs d'alerte en Europe. Alors Julie Belsorte, vous allez nous aider à mieux comprendre cette loi et son impact sur les entreprises françaises et en quoi elle constitue la meilleure protection des lanceurs d'alerte en Europe. Et pour plus d'interactivité, nous allons vous poser des questions tout au long de la présentation de Julie afin de tester votre connaissance de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte et nous vous présenterons les résultats à chaque fois que Julie aura traité le sujet. Hop. Alors Julie, je vous laisse la parole.
Merci Linda, merci également à EQS pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce nouveau webinaire avec vous et de vous faire part, de partager ce qu'on peut retenir de cette nouvelle loi, du texte ainsi voté en février 2022. Sans plus attendre, je vous présente le sommaire de notre intervention de ce matin. Nous allons d'abord rappeler le contexte de cette loi, donc une brève introduction, puis nous vous présenterons les principaux apports de la loi, et puis dans une troisième partie, nous verrons quelles sont vos obligations donc pour les entreprises dans le cadre de votre mise en conformité à cette nouvelle loi. Donc, commençons par un rappel du contexte. Rappelez-vous qu'au sein de l'Union européenne, la protection accordée aux lanceurs d'alerte apparaissait fragmentée et inégale, et que c'est dans un souci d'homogénéisation que la directive sur la protection des lanceurs d'alerte, donc qui signale des violations du droit de l'Union européenne, a été adoptée le 23 octobre 2019 et qu'elle devait être transposée en droit interne, donc dans les droits nationaux, au plus tard le 17 décembre 2021. En France, le processus vers la transposition de la directive a commencé par la consultation publique qui a été lancée en janvier 2021, donc il y a un petit peu plus d'un an. En parallèle, la commission des lois à l'Assemblée nationale a confié aux députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix une mission d'évaluation de la loi Sapin II, à charge pour les parlementaires d'établir un bilan approfondi de ses principaux apports et, si nécessaire, de proposer des pistes d'amélioration. Un rapport dans ces conditions a été publié le 7 juillet 2021. Il souligne les avancées apportées par la loi Sapin II. Il dresse également un premier bilan de la loi en mettant en avant les limites du dispositif et il revient sur les différentes dispositions de la directive afin de rappeler que sa transposition est l'occasion d'améliorer le régime français de la protection des lanceurs d'alerte dont on avait pu déjà percevoir quelques failles ou quelques difficultés. Ce rapport a été suivi de 2 propositions de loi déposées par Sylvain Waserman. Une première proposition de loi, donc la proposition de loi ordinaire, qui vise à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, et une proposition de loi organique qui vise quant à elle à renforcer le rôle du défenseur des droits qui a notamment une intervention dans le cadre du nouveau dispositif. Ces 2 textes ont définitivement été adoptés le même jour, le 16 février 2022. Voilà, donc on vous présente ici une frise chronologique juste pour vous rappeler les différentes étapes et les principales étapes. Donc en pointillé, on a le référentiel légal actuel, parce que la loi Sapin II est le dispositif d'alerte tel que prévu par la loi de 2016 sans encore la modification opérée par la nouvelle loi n'a pas été changée, est toujours en vigueur aujourd'hui à droit constant. On verra les délais et les dispositions transitoires et les délais de mise en œuvre de la future loi. Mais aujourd'hui, c'est toujours la loi Sapin II telle qu'elle a été promulguée en 2016 et un décret d'application qui est le décret du 27 avril 2017. Puis on voit très vite cette fameuse directive européenne donc, qui date d'octobre 2019 et ensuite le processus de loi législatif qui a été lancé avec la proposition de loi organique dont on vous parlait. Donc organique, c'est uniquement sur le défenseur d'alerte. La proposition de loi ordinaire qui nous intéresse plus aujourd'hui, bien sûr. Et la première adoption, donc en première lecture par l'Assemblée nationale en novembre 2021. Ensuite, on est sur la navette parlementaire assez classique. On retient quand même une vraie avancée du dispositif au sein entre les différentes lectures et par les différentes chambres. Vraiment, c'est un très bel exemple du bicamérisme français sur ce texte avec des vrais apports apportés par le Sénat, apportés par la commission des lois et adoptés dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Donc, ils ont réussi à trouver un accord assez rapidement entre les députés, les sénateurs et les députés, et derrière une adoption par chacune des chambres en deuxième lecture sans aucune modification. Donc si on a une date à retenir, c'est le 16 février parce que c'est là que la loi a été adoptée dans sa version définitive et elle a depuis fait l'objet d'un renvoi devant le Conseil constitutionnel donc qui a été saisi par le Premier ministre. Il faut savoir que c'était tout à fait classique de saisir le Conseil constitutionnel, notamment s'agissant de la loi organique parce que c'est ainsi prévu dans nos textes, et du coup, tant qu'il saisissait le Conseil constitutionnel de la loi organique, le Premier ministre a également saisi le Conseil constitutionnel de la loi ordinaire. Donc aujourd'hui, cette loi est à l'examen du Conseil constitutionnel. Voilà pour cette brève introduction. Passons maintenant aux principaux apports de la loi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans le cadre de cette loi du 16 février 2022 par rapport au dispositif existant ?
Alors, premier point très important, c'est que la définition du lanceur d'alerte est élargie. Dans le prochain texte, tel qu'il a été voté, sera reconnu comme lanceur d'alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit international ou de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition par rapport à l'ancienne définition dont on avait l'habitude, avec laquelle on avait l'habitude de travailler? C'est d'abord on a supprimé la notion de manière désintéressée. Voilà, et on a remplacé par sans contrepartie financière directe, parce que la notion de manière désintéressée avait pu être considérée comme ambiguë. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de manière désintéressée, mais c'est vraiment sans contrepartie financière directe qui a été remplacée. On a également supprimé la condition tenant à la connaissance personnelle des faits par le lanceur d'alerte. Ça, c'est extrêmement important. Dans le contexte professionnel, un lanceur d'alerte pourra signaler des faits qui lui ont été rapportés. Cette condition est toutefois maintenue hors contexte professionnel. Donc, si un lanceur d'alerte a connaissance de faits dans une entreprise qui pourrait justifier une alerte parce que ça lui a été rapporté par un collègue, mais qu'il n'a pas finalement vécu personnellement ces faits, il pourra quand même bénéficier de la protection du lanceur d'alerte. Donc en ça, c'est un élargissement, vous l'avez bien compris. Et puis, il y a une extension des faits qui peuvent être dénoncés, puisque la menace ou le préjudice pour l'intérêt général qu'on a ici, donc, n'ont plus à être graves, alors que dans l'ancienne disposition, dans l'ancienne définition, il y avait la caractéristique de grave qui apparaissait, donc tant pour la menace et le préjudice. Idem pour la violation de la règle de droit, ici, donc le dernier petit point de cette définition, on a une violation ou une tentative de dissimulation. Autrefois, dans la loi Sapin 2 originale, on avait la violation de la règle qui devait être grave et manifeste. Aujourd'hui, on n'a plus cette exigence de grave et manifeste. Et enfin, on a élargi en rendant possible des alertes sur des tentatives de dissimulation. Donc ça, c'est aussi important. C'est pas forcément une violation, c'est également une tentative de dissimulation d'une violation qui peut bénéficier du régime de la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, donc s'il faut retenir un point d'abord, c'est la définition du lanceur d'alerte est élargie, donc par la force des choses, il y aura forcément plus d'alertes qui vont bénéficier de cette protection. Merci Julie. Alors nous allons passer au premier sondage. Vous avez quelques secondes pour y répondre. Alors première question, quelles sont les sanctions prévues en cas de procédure bâillon contre le lanceur d'alerte? 45 000 € d'amende, 60 000 € d'amende, 60 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Vous avez quelques secondes pour y répondre. Quelles sont les sanctions prévues en cas de procédure bâillon contre le lanceur d'alerte? 45 000 € d'amende, 60 000 € d'amende, 60 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Plus que quelques secondes. Voilà, je vais repasser la parole à Julie. Allez, encore quelques secondes pour les derniers. Je vois que ça répond pas mal. Voilà, Julie, je vous laisse la parole. Merci Linda. Deuxième point important, deuxième apport de cette loi, c'est que la protection du lanceur d'alerte est renforcée. Donc les lanceurs d'alerte vont bénéficier de protections prévues par la loi s'ils adressent un signalement donc interne, externe ou procédant à une divulgation publique, on y revient juste après, dans les conditions qui sont prévues par la loi. Si le signalement bien sûr ne rentre pas dans les conditions prévues par la loi, par la force des choses, on ne bénéficie pas de la protection attachée. Aujourd'hui, on a certaines mesures de protection qui existent déjà. On vous les a listées pour la plupart, on n'a pas tout remis dans la colonne
colonne de gauche sur le slide, avec l'interdiction des mesures de représailles. On a quand même une longue liste qui est prévue par le Code du travail, déjà pour éviter les représailles contre les lanceurs d'alerte, bien sûr. On a un principe d'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte qui divulguerait des informations qui porteraient atteinte à un secret légal, avec toujours des exceptions, bien sûr, le secret de l'instruction, le secret de l'avocat notamment, le secret médical, enfin voilà. On a aujourd'hui une amende civile qui est renforcée et qui est d'un montant de 30 000 € en cas d'action en diffamation contre le lanceur d'alerte, mais uniquement c'est pour les actions qui sont menées devant le juge pénal et pas devant le juge civil, alors que la diffamation elle est à la fois pénale et civile, en tout cas on a le choix, mais en tout cas on a cette mesure, et là c'est vraiment on s'inscrit dans les mesures, les procédures bâillons en fait, pour faire taire un lanceur d'alerte, pour l'intimider, on intente une action en diffamation, voilà. Donc si cette action n'est pas justifiée parce que le lanceur d'alerte bénéficie de la protection, on peut être condamné à une amende de 30 000 €. Donc ça, c'est dans le dispositif actuel. Et puis enfin, il y a une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende à l'encontre de toute personne qui ferait obstacle à la transmission d'un signalement. Donc ça, c'est aujourd'hui, tel que ça existe, dans le cadre du dispositif qui a été voté en 2016. Avec le futur texte du 16 février 2022, tel que le texte est aujourd'hui, on y reviendra sur sa version complètement définitive, on a une liste des représailles interdites qui ont été largement élargies. Donc on a notamment l'interdiction d'intimidation, l'interdiction d'atteinte à la réputation, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou l'orientation abusive vers des soins. On a un périmètre également qui est élargi, puisque ça concerne à la fois les salariés, mais également les agents de la fonction publique et les agents de la défense. On a le principe d'irresponsabilité pénale qui existait déjà, qui est élargi, puisque maintenant, le lanceur d'alerte qui soustrairait, qui détournerait ou qui recèlerait des documents confidentiels au soutien de son alerte bénéficierait également d'une protection là-dessus, là où aujourd'hui, il bénéficie d'une protection sur le fait de lancer une alerte, mais il ne bénéficie pas d'une protection sur la divulgation de documents qui pourraient justifier son alerte. Donc on avait un petit problème dans le dispositif. Aujourd'hui, il peut faire son alerte, être protégé, et soumettre une documentation au soutien de son alerte et bénéficier de la même protection sur la soumission de cette documentation ou la divulgation de cette documentation. On a un principe d'irresponsabilité civile du lanceur d'alerte qui est consacré pour les préjudices pouvant découler de son alerte effectuée de bonne foi. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir effectué une alerte et on ne peut pas lui reprocher les conséquences négatives que pourrait engendrer une alerte si celle-ci est bien effectuée de bonne foi et qu'elle respecte les conditions, bien sûr. Et puis la fameuse sanction dans le cadre des procédures bâillons. Aujourd'hui, on passe non plus d'une amende de 30 000, on passe d'une amende de 30 000 € à une amende de 60 000 € en cas de procédure de bâillon, donc ça double. Enfin, c'est important de l'avoir aussi en tête, pourront être condamnées à une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende les personnes qui exercent des discriminations à l'encontre du lanceur d'alerte. Donc ça c'est nouveau, ça renforce le dispositif, et avec une peine pénale et quand même une peine d'emprisonnement de 3 ans d'emprisonnement, donc c'est évidemment important. Et un point aussi important à avoir en tête, en cas de procédure bâillon ou d'action en représailles, le lanceur d'alerte peut bénéficier d'une provision pour les frais de justice, c'est-à-dire pour se défendre, parce que c'est compliqué aussi pour lui, il lance une alerte, si derrière on lui fait une action en intimidation, il va vouloir se défendre, il va devoir se défendre, ça va engager des frais pour lui, et donc dans ce cadre-là, il peut solliciter du juge une demande de provision pour prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat. Donc vous voyez, la protection est quand même largement renforcée, on a essayé de tout couvrir, dès la divulgation jusqu'à l'action en justice en cas de représailles. Donc, réponse à la question, quelles sont les sanctions prévues en cas de procédure bâillon contre le lanceur d'alerte? Alors, 17,1% ont répondu à la bonne réponse qui était 60 000 € d'amende civile. Donc maintenant, voilà, vous êtes au courant. Julie? Alors, on a le deuxième sondage. Qui peut bénéficier de la protection des lanceurs d'alerte? Alors, uniquement la personne physique qui répond à la définition du lanceur d'alerte, le lanceur d'alerte et les personnes physiques qui l'aident à effectuer son signalement, le lanceur d'alerte et les personnes physiques et morales qui l'aident à effectuer son signalement. Alors, comme tout à l'heure, vous avez quelques secondes pour y répondre. Qui peut bénéficier de la protection des lanceurs d'alerte? Uniquement la personne qui répond à la définition du lanceur d'alerte, la personne physique, le lanceur d'alerte et les personnes physiques qui l'aident à effectuer son signalement, le lanceur d'alerte et les personnes physiques et morales qui l'aident à effectuer son signalement.
Vous avez quelques secondes pour y répondre. Avant que je passe la parole à Julie. C'est super, on a vraiment beaucoup de réponses. Vous jouez le jeu, les participants jouent le jeu, c'est super. Voilà, je vous repasse la parole, Julie. Merci Linda. Autre apport de cette loi, donc c'est mon troisième point par rapport à cette présentation d'aujourd'hui, donc c'est la protection du lanceur d'alerte qui va être étendue à des tiers, vous l'avez compris avec la question qu'on vient de vous poser en introduction de cette slide. Donc la loi Sapin 2 dans sa rédaction actuelle ne prévoit aucune disposition concernant l'entourage du lanceur d'alerte ou les personnes qui l'aident à effectuer un signalement. Donc ça veut dire que potentiellement ils sont pas protégés et donc s'ils sont pas protégés, ils vont pas oser aider le lanceur d'alerte et donc on n'est pas dans un mécanisme d'encourager la divulgation des faits qui pourraient bénéficier ou faire l'objet d'un signalement. Cette protection des tiers, elle a été introduite par la directive et donc le texte va élargir le régime de protection des lanceurs d'alerte à ces tiers et ça a été repris dans le cadre de la loi de transposition, donc telle qui a été votée le 16 février 2022. La loi crée ainsi un nouveau statut protecteur ouvert aux tiers qui aiderait le lanceur d'alerte. Donc il s'agit du statut de facilitateur, c'est comme ça que c'est prévu dans la loi. Et contrairement à la directive, le facilitateur chez nous est bien sûr une personne physique, c'est ce que prévoyait la directive, mais c'est aussi une personne morale de droit privé à but non lucratif. Voilà ce qui a été ajouté par le législateur français, qui va aider un lanceur d'alerte à effectuer un signalement interne ou externe ou une divulgation publique. On pense notamment aux syndicats, aux associations. Voilà. On a également des personnes physiques comme les proches ou les collègues de l'entourage du lanceur d'alerte qui pourront bénéficier de certaines mesures de protection dont bénéficie le lanceur d'alerte lui-même. Donc on étend cette protection à ces tiers qui participent, qui aident le lanceur d'alerte à faire son signalement. Et donc c'est une protection contre les représailles et les maintiens et les mesures de soutien financier et psychologique qui leur sont également applicables. Donc, réponse à la question « Qui peut bénéficier de la protection des lanceurs d'alerte ?» Alors, la bonne réponse, vous êtes 56,2% à l'avoir donnée. C'est bien le lanceur d'alerte et les personnes physiques et morales qui l'aident à effectuer son signalement. Alors, autre question. Quels sont les canaux qui sont mis à la disposition des lanceurs d'alerte? Signalement en cascade, donc canal interne en entreprise, et si pas de réponse, canal externe à l'autorité compétente, et si pas de réponse, divulgation publique. Au choix, canal interne ou externe, puis divulgation publique uniquement sous certaines conditions, ou le lanceur d'alerte est libre de choisir parmi un des trois canaux. Vous avez quelques secondes pour y répondre. Quels sont les canaux qui sont mis à la disposition des lanceurs d'alerte? Signalement en cascade, canal interne en entreprise et si pas de réponse, canal externe, autorité compétente et si pas de réponse, divulgation publique. Au choix, canal interne ou externe, puis divulgation publique uniquement sous certaines conditions. Et enfin, le lanceur d'alerte est libre de choisir parmi un des trois canaux. Encore quelques secondes pour répondre à la question. Alors, au fur et à mesure des sondages, on voit que de plus en plus de personnes répondent, donc c'est bien. Voilà. Je repasse la parole à Julie. Merci. Voyons maintenant la fin des signalements en cascade. Donc ça, c'est le véritable apport de cette transposition. Aujourd'hui, l'article 8, dans sa rédaction actuelle, prévoit un mécanisme de signalement en cascade. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte doit d'abord et obligatoirement effectuer son signalement en interne. Ensuite, en l'absence de traitement dans un délai raisonnable de son alerte, il peut effectuer un signalement externe à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative, aux ordres professionnels. Et enfin, en dernier recours, il peut effectuer une divulgation publique.
Ce signalement en cascade, cette hiérarchisation des signalements en cascade prend fin dans le nouveau texte, puisque la future rédaction de l'article 8 de la loi Sapin 2 est ainsi rédigée. Aujourd'hui, désormais, le lanceur d'alerte pourra directement recourir à un canal externe sans avoir préalablement utilisé le dispositif interne mis en place par l'entreprise. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, le lanceur d'alerte pourra ainsi, à son choix, soit adresser un signalement interne lorsqu'il estime qu'il est possible de remédier efficacement à la violation de ce moyen et qu'il n'y a pas de risque de représailles, évidemment, soit adresser un signalement externe après avoir saisi le canal du signalement interne ou pas, directement via un signalement externe, soit procéder à une divulgation publique sous certaines conditions, bien sûr. S'agissant du signalement externe, il y aura un décret qui précisera auprès de qui on pourra effectuer ce signalement externe, sachant que le texte dit que c'est une autorité externe compétente, donc qui sera désignée par décret. Aujourd'hui, on n'en sait pas plus sur cette autorité compétente. Ça pourrait être à l'autorité judiciaire, bien sûr, au défenseur des droits, qui transmettra à l'autorité chargée du traitement, et aux institutions, organes ou organismes de l'Union européenne qui seraient compétents pour recevoir des informations sur les violations du droit de l'Union. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Donc on a dit protection élargie, plus de signalements possibles, et maintenant une modalité de signalement également facilitée par cette absence de hiérarchisation. Alors, la réponse à la question quels sont les canaux qui sont mis à la disposition des lanceurs d'alerte, vous l'avez compris, au choix canal interne ou externe, puis divulgation publique uniquement sous certaines conditions, c'était la bonne réponse et vous êtes 50,7% à avoir donné la bonne réponse. Julie, je vous repasse la parole. Oui, un dernier point sur le rôle du défenseur des droits. Ce rôle du défenseur des droits est renforcé. Alors cette fois-ci, c'est plus la loi ordinaire, c'est la loi organique dont on vous parlait en introduction. Les prérogatives du défenseur des droits, quelles sont-elles? Il a un rôle d'orientation, d'information, de conseil. Il a la charge de défendre les lanceurs d'alerte et des facilitateurs. La loi crée un adjoint au défenseur des droits, parce qu'il va avoir beaucoup de travail sinon, qui aura la charge d'accompagner les lanceurs d'alerte. Il sera également compétent pour recevoir les alertes, les traiter et orienter le lanceur d'alerte vers la bonne institution, vers la bonne autorité compétente qui pourrait examiner cette alerte. Et surtout, ça c'est intéressant, il pourra rendre un avis sur la qualité de lanceur d'alerte d'une personne afin de lui permettre de bénéficier des mesures de protection. Par exemple, si on imagine devant le juge une personne qui dit mais en fait non, moi j'étais lanceur d'alerte donc je peux pas, enfin la mesure qui m'est donnée c'est juste une mesure de représailles parce que j'ai effectué un signalement, il pourra saisir le défenseur des droits pour émettre un avis, savoir si les conditions sont oui ou non réunis et qu'il peut bénéficier de cette protection des lanceurs d'alerte. Et puis bon, bien sûr, en tant qu'autorité publique, le défenseur des droits devra présenter tous les 2 ans un rapport public sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d'alerte. Alors, avant de passer au 3e chapitre sur les obligations des entreprises, on a 2 autres questions. Dans le cadre de signalements non anonymes, dans quel délai maximum l'entreprise devra faire un accusé-réception du signalement à l'auteur? 7 jours, 30 jours ou 90 jours? Dans le cadre de signalements non anonymes, dans quel délai maximum l'entreprise devra faire un accusé-réception du signalement à l'auteur? 7 jours, 30 jours ou 90 jours? Voilà. Avant-dernière question. Qui doit être consulté avant la mise en place du dispositif d'alerte interne? Les instances de dialogue social, l'instance dirigeante. Qui doit être consulté avant la mise en place du dispositif d'alerte interne? Les instances de dialogue social ou l'instance dirigeante? Quelques secondes pour y répondre avant de repasser la parole à Julie.
Je vais repasser la parole à Julie. Merci Linda. Voyons maintenant les obligations pour les entreprises, pour les collectivités également de droit public. Quelles sont les obligations avec cette nouvelle loi? Qu'est-ce que cela impose? D'abord, on va avoir l'obligation de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Cette obligation, elle concerne les personnes morales de droit privé qui emploient plus de 50 salariés. Donc jusqu'à 49 salariés, pas d'obligation, 50 salariés, obligation. Ça concerne également les personnes morales de droit public qui emploient 50 agents et également les communes de plus de 10 000 habitants et les administrations de l'État. Au sein des entités qui n'arrivent pas à ce seuil de 50 salariés, le signalement peut être effectué soit via un canal externe dans les conditions prévues par la loi, soit auprès d'un supérieur hiérarchique ou d'un référent, soit dans le cadre d'un dispositif d'alerte interne mis en place par l'entreprise, quand bien même elle n'atteindrait pas le plafond, donc sur une base spontanée, volontaire, de conformité à cette loi, elle peut tout à fait, même si elle n'a pas 50 salariés, offrir à ses salariés un canal interne. Par ailleurs, la loi, elle prévoit que l'existence du dispositif interne de protection des lanceurs d'alerte devra être intégrée au règlement intérieur. Donc, on a une nouvelle disposition qui va rentrer en vigueur dans le Code du travail, à l'article L 1321-2 du Code du travail, et qui est ainsi rédigé. On nous dit que le règlement intérieur devra contenir l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre 2 de la loi de 2016. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chapitre 2 de la loi de 2016, c'est en fait tout l'article, une grosse partie de ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est là, tel que la loi a été votée, c'est entre l'article 6 et l'article 16 de la loi Sapin 2 modifiée, auquel cas ça concerne à la fois le dispositif de protection des lanceurs d'alerte que le dispositif d'alerte en lui-même, donc de recueil des signalements. Donc ce sera ces deux sujets qu'il faudra vraiment avoir abordés, qu'il faudra avoir intégrés dans le cadre du règlement intérieur des entreprises. Surtout, on n'a pas encore toutes les modalités, on reste à certains égards sur notre fin, même si on est plutôt satisfait du texte actuel. On a quelques critiques, on va y venir après, et également quelques manques encore. Enfin voilà, on reste sur notre fin comme je vous le disais, et on a un décret du Conseil d'État qui va venir fixer les garanties d'indépendance et d'impartialité du dispositif, qui va fixer les délais de retour d'informations qui sont faits aux lanceurs d'alerte. Étant précisé que la directive fixe à 7 jours maximum, donc vous avez eu la question, pour accuser réception des signalements et à 3 mois maximum pour fournir un retour d'information aux lanceurs d'alerte. Maintenant, on ne sait pas. Donc ça, c'est un maximum qui est prévu par la directive. Potentiellement, dans un décret, le délai pourrait être plus court. On ne le sait pas, on le sait pas aujourd'hui. On reste en veille sur ce point, bien sûr. Et puis, les délais de retour d'information auprès de l'auteur d'un signalement interne ou externe ne sont pas applicables, bien sûr, en cas de signalement anonyme, parce que si le signalement est anonyme, on peut pas accuser réception à quelqu'un dont on connaîtrait pas l'identité. On a le décret également qui renvoie sur les modalités de clôture des signalements, de collecte et de conservation des données. Il y a un vrai sujet RGPD sur les signalements, avec potentiellement de la dénonciation d'infractions qui peuvent être des infractions pénales, donc des données qui peuvent présenter un caractère sensible au sens du RGPD. Et par rapport à la loi de 2016, la loi de 2022 du 16 février, elle dit que toutes ces opérations devront être conformes, bien sûr, au règlement général sur la protection des données, au RGPD, même s'il fallait déjà le l'être, on n'attendait pas que la loi le dise, mais en tout cas là, la loi ne l'a pas oublié, la référence est prévue. Et puis on aura également les conditions dans lesquelles le recueil des signalements pourrait être confié à un tiers, on pense notamment à IQS qui peut gérer via sa plateforme Integrity Line les signalements internes pour le compte des entreprises ou des personnes publiques, bien sûr, des administrations de l'État. Alors, on découvre la réponse dans le cas de signalement non anonyme, dans quel délai maximum l'entreprise aura à faire un accusé réception de signalement à l'auteur. Il s'agit bien de 7 jours, donc vous êtes 73,1%, donc là c'est la directive qui le dit, mais comme nous l'a précisé Julie, attendons le décret pour confirmer cette information. Et qui doit être consulté avant la mise en place du dispositif d'alerte interne, les instances de dialogue social, vous êtes 81,4% à avoir répondu à avoir donné la bonne réponse. Alors, Julie, je vous repasse la parole
pour les tout derniers slides. Et je vous rappelle, je rappelle aux participants que vous avez la possibilité de poser vos questions et on va y répondre très très rapidement là dans les quelques minutes. On attend la fin de présentation de Julie pour répondre ensuite à toutes vos questions. Julie, à vous. Oui, merci, merci Linda. Alors, un petit point sur les dispositifs d'alerte mutualisés, puisque la directive prévoit que les entreprises qui comptent moins de 250 salariés peuvent partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et des enquêtes éventuelles à mener. La loi a repris cette disposition tout en élargissant aux personnes publiques, donc ça c'est un ajout, enfin voilà, on a pris des libertés par rapport à la directive, et du coup en prévoyant que les entités privées ou publiques employant moins de 250 salariés ou agents auront la possibilité de mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements. Bon, pas de difficultés particulières, vous avez moins de 250 salariés, vous pouvez mutualiser, on pense notamment aux personnes publiques sur les communes aussi qui peuvent mutualiser dans le cadre d'une agglomération, enfin voilà. C'est pas très, enfin voilà, pas de difficulté particulière, d'autant plus que c'était prévu par la directive. En revanche, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ça s'applique et ce seuil s'applique aux groupes de sociétés qui peuvent avoir plusieurs filiales, bien sûr, et des filiales qui pourraient dépasser le seuil des 250 salariés ou rester en deçà. Sur ce point, on a une directive qui est muette sur ce point, parce que quand elle parle de mutualisation des ressources ou des différents canaux entre les sociétés qui compteraient moins de 250 salariés, elle n'aborde pas du tout la question des groupes de sociétés. Donc, on a eu des organisations représentantes des sociétés, des employeurs qui ont écrit à la Commission européenne en 2021, si bien que la Commission européenne a expliqué dans le cadre d'un courrier la façon dont il fallait interpréter cette directive, et elle estime que la faculté qui est laissée aux sociétés de confier le recueil des signalements à un tiers ne doit pas s'entendre comme la possibilité de mettre en place une procédure commune à plusieurs sociétés d'un même groupe. Donc ça, c'est le premier point. Quand on confie un tiers, c'est pas forcément pour mettre en place une procédure commune, c'est deux choses différentes. Et elle souligne également que la directive offre certaines souplesses, puisqu'elle dit, selon elle, qu'il serait tout de même possible pour les filiales de moins de 250 salariés de bénéficier des moyens d'investigation de leur société mère, à condition que des canaux de signalement restent disponibles au niveau des filiales et que le lanceur d'alerte puisse s'opposer à la remontée d'informations vers la société mère et qu'il bénéficie d'un retour d'informations au niveau de sa filiale. Donc on voit quand même une organisation qu'on n'a pas forcément aujourd'hui qui est déployée au sein des groupes. Donc la possibilité que ça remonte à la société mère, mais avec le consentement, avec l'accord du lanceur d'alerte, ça c'est... Voilà, ça veut dire potentiellement un recueil de consentement. Donc un recueil de consentement, on pense aussi au RGPD pour bénéficier des conditions de consentement. Et puis également, donc, il peut s'opposer à la remontée de cette information et surtout, il doit avoir un retour d'information au niveau de la filiale. Il y a la Commission européenne rappelait également qu'il fallait, l'obligation de porter à la connaissance de la société mère les signalements qui révèlent des problèmes structurels au sein du groupe, afin qu'ils soient traité de manière transversale. Ça, c'est important. Si vous avez une difficulté dans une filiale, potentiellement, on se dit, il pourrait y avoir la même difficulté dans les autres filiales. Donc, c'est la possibilité d'informer la société mère d'une difficulté dans une filiale et sachant que le sujet pourrait être traité de façon transverse. Mais encore une fois, on nous demande l'accord du lanceur d'alerte, donc ce qui peut complexifier un petit peu la tâche. Et puis, l'idée, c'est de rendre accessible aux salariés des filiales la procédure de lanceur d'alerte établie par la société mère. Et donc, les lanceurs d'alerte auraient le choix du niveau auquel il souhaite effectuer son signalement. Je veux effectuer mon signalement au niveau de la filiale, je veux effectuer mon signalement au niveau de la société mère. Donc on voit quand même que c'est compliqué. Alors ça, c'est pas exactement ce qui ressort de la directive, mais c'est un courrier adressé depuis communiqué donc par les instances de l'Union européenne. Donc ça, c'est important. Et alors nous, en droit interne, comment ça a été accepté ça? Parce que évidemment, chez nous, ils sont tous montés au front pour dire mais on a potentiellement déployé un dispositif d'alerte mutualisé. Ok, on va améliorer la disposition des lanceurs d'alerte, on va améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Il ne faut pas non plus que ça se fasse au détriment des entreprises, et ça c'est un vrai point. Et donc le législateur a gardé la possibilité d'une procédure de recueil et de traitement des signalements commune à plusieurs ou à l'ensemble des sociétés du groupe, et c'est vraiment cette rédaction, peut-être commune à plusieurs ou à l'ensemble des sociétés du groupe. Pour autant, on n'en sait pas plus aujourd'hui parce qu'il y a un renvoi vers un décret, mais aujourd'hui dans cette
rédaction-là, on n'a aucune limitation en fonction du seuil, donc on ne sait pas potentiellement si ça va concerner uniquement les filiales qui n'atteindraient pas les 250 salariés ou si ça va concerner toutes les filiales d'un groupe, étant précisé que la possibilité de mutualisation avec ce seuil de 250 salariés a également été repris dans la nouvelle loi, mais un autre paragraphe, donc on a l'impression que c'est deux choses différentes, mais je ne veux pas trop m'avancer non plus parce que j'attends quand même des informations sur le décret à venir. C'est honnêtement le point le plus important pour nous. C'est le point qui aura le plus d'impact pour les sociétés qui ont plusieurs filiales, bien sûr, qui sont implantées dans plusieurs pays, parce que ça peut être difficile si on prend des libertés au niveau français, mais qu'elles sont pas prises, par exemple, en Allemagne ou en Italie, et que vous avez également une filiale en Allemagne ou Italie. Ça va être compliqué d'harmoniser tout ça. Donc c'est vraiment à ce jour pour moi le point qui reste à éclaircir le plus rapidement possible. Et si ça devait être maintenu, en tout cas si on devait obliger les filiales à avoir leur propre dispositif interne au niveau de la filiale et en plus ajouter un dispositif interne si on veut au niveau de la société mère et détailler tout ce qui est prévu dans le slide de gauche, ça va avoir des impacts nécessairement en termes organisationnels, en termes contractuels qu'il va falloir gérer dans le cadre de la mise en conformité à la nouvelle loi. Merci Julie. Alors nous avions prévu un sondage, un dernier sondage, mais en fait on reçoit vraiment beaucoup de questions, donc on va passer à votre dernière présentation, dernier slide Julie, avant de passer aux questions-réponses s'il vous plaît. Oui, bien sûr, Linda, merci. La dernière slide, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est le 10 mars. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis directeur de la conformité dans une entreprise. Est-ce que je dois me mettre en mouvement tout de suite? Voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour être conforme à cette nouvelle loi? D'abord, on va rester en veille sur la décision du Conseil constitutionnel et donc sur la promulgation de la loi, puisque c'est à compter de cette promulgation de la loi que les sociétés vont bénéficier d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité. Donc, ça veut dire, il n'y a pas d'urgence aujourd'hui 10 mars. Pour autant, 6 mois, c'est très court. On a potentiellement la revue des procédures qu'il va falloir effectuer, la revue au sens également du RGPD, des AIPD si elles n'ont pas été faites, des informations des personnes, puisqu'on a maintenant des tiers, des facilitateurs qui vont bénéficier de la protection. Donc on a des procédures à mettre à jour, on a potentiellement des procédures organisationnelles, des liens contractuels à mettre à jour dans le cadre de nouveaux dispositifs. Donc plus l'intégration de cette protection et du dispositif dans le règlement intérieur, ça veut dire consultation, bien sûr, du Conseil social et économique. Donc tout ça, c'est du temps, c'est des délais. Donc 6 mois, finalement, c'est pas si long que ça. Donc, il faut déjà commencer le plus possible à se préparer, quitte à ajuster avant le déploiement les dernières procédures avec les points qui restent aujourd'hui en suspens, par exemple sur les délais. Voilà. On peut attendre, et dans tous les cas, une fois qu'on y verra plus clair et complètement clair, il faudra déployer ce nouveau dispositif, le mettre en conformité au RGPD, je vous l'ai dit, et pour déployer le nouveau dispositif, information, consultation du CSE, avis de l'inspection du travail, dépôt au greffe du CPH, bref, toute la procédure du règlement intérieur, de la modification du règlement intérieur. Donc là, on passe aux questions-réponses. Merci Julie pour cette présentation très complète de la directive européenne et de sa transposition en droit français. Alors, on va passer aux questions-réponses. Je le rappelle, vous pouvez poser vos questions, mais elles sont déjà très nombreuses. On va commencer par la première. Alors Julie, la loi a été définitivement votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que cela veut dire qu'elle est d'ores et déjà applicable et que le délai de 6 mois a commencé à courir? Oui, bonne question. Non, c'est pas encore applicable parce que le délai de 6 mois va être à compter de la promulgation de la loi. Or, la saisine du Conseil constitutionnel a suspendu cette promulgation. Et pourquoi il faut rester en veille? Parce que potentiellement, le Conseil constitutionnel va nous dire cette loi est conforme à la Constitution, il n'y a pas de difficulté, donc elle peut être promulguée en l'état, et donc en l'état de tout ce que je vous ai dit ce matin. Soit le Conseil constitutionnel pourrait trouver certaines dispositions
partiellement non conformes et donc les retirer. Et donc on aurait une loi qui serait promulguée avec certaines dispositions qui pourraient disparaître par rapport à ce que je vous ai dit ce matin. Donc c'est là où il faut rester aussi en veille. Soit dans le pire des cas, le Conseil constitutionnel considère que toutes les dispositions sont anticonstitutionnelles et auquel cas on revient au tout départ du processus législatif. Donc on reprend la frise de l'introduction et on se remet juste après la case de la directive de l'Union européenne. Bon, on a du mal à le croire, hein. Objectivement, le texte est quand même bien abouti, bien travaillé. Donc, il ne devrait pas y avoir cette décision. Maintenant, ce n'est pas exclu qu'il y ait à la marge quelques dispositions qui pourraient être jugées anticonstitutionnelles. Merci Julie. Alors, autre question. Bonjour, j'aurais besoin d'avoir une clarification sur à partir de quel moment le lanceur bénéficie de la protection. Dès lors qu'il effectue l'alerte ou seulement une fois que cette alerte est qualifiée par le destinataire en alerte professionnelle, exposant de fait le lanceur à la possibilité que son alerte et la protection lui soient refusées en l'absence de qualification. Alors, si je comprends bien, on me demande à partir de quand il va bénéficier de la protection. Pour moi, oui. Il va bénéficier de la protection au moment où il fait son signalement, sous réserve que, donc c'est en général une analyse a posteriori, sous réserve que il rentre bien dans toutes les conditions. Donc si les conditions ne sont pas respectées, notamment il n'a pas agi de manière désintéressée directe ou il n'a pas agi de bonne foi, alors même qu'il pense qu'il effectue une alerte qui pourrait bénéficier de la protection, finalement, on ne lui accorderait pas cette protection. Maintenant, si les conditions sont réunies, à titre rétroactif, il bénéficiera de la protection dès le signalement. Merci Julie. Alors, autre question. Le seuil de 50 salariés pour l'obligation de mettre en place une procédure d'alerte est-il à prendre en compte au niveau d'une entité ou bien d'un groupe? Si on a un groupe de sociétés dont chacune a moins de 50 salariés, est-ce obligatoire? Non, c'est par entité. S'applique. Oui, aujourd'hui, c'est par entité. Donc, si on a un groupe avec 4 sociétés, 40 salariés, on n'est pas obligé de mettre en place ce dispositif d'alerte interne. Maintenant, on va beaucoup en parler. On en parle beaucoup déjà. Il y a eu beaucoup d'articles de presse. Donc, les lanceurs d'alerte potentiels, les salariés, vont être sensibilisés, vont être informés. Et si c'est pas par vous, ils vont l'être par la presse, les réseaux sociaux. Enfin voilà. Donc attention, parce que pas d'obligation, d'accord, mais s'il n'y a pas d'obligation, qu'est-ce que dit le texte? C'est soit un supérieur hiérarchique. Maintenant, si le lanceur d'alerte n'a pas envie de faire son signalement auprès d'un supérieur hiérarchique, il est libre de ne pas le faire auprès de son supérieur hiérarchique. Et ça veut dire que là, il a le canal externe. Et le canal externe, à force de trop ouvrir le canal externe, on encourage bien sûr les signalements à d'autres entités que l'entreprise elle-même. Et pour l'entreprise, quand on veut préserver et être au courant, être informé et peut-être un petit peu maîtriser quand même les remontées qui peuvent arriver et limiter les risques réputationnels qui peuvent être liés à un signalement externe, l'entreprise, même si elle n'a pas d'obligation, elle a quand même tout intérêt à déployer un signalement, un dispositif d'alerte interne au sein même de son entreprise. Merci Julie. Alors on a encore une question sur quand va sortir ce décret du Conseil d'État. Alors, je suis pas Madame Irma, j'aimerais bien, mais aujourd'hui je sais pas. J'aimerais évidemment, on va avoir des élections présidentielles, des élections législatives, donc ce serait tellement bien que qu'ils soient déjà dans les tuyaux et qu'ils sortent très très vite après la décision du Conseil constitutionnel. Bon, j'ose espérer que c'est le cas, mais honnêtement, j'ai pas d'informations là-dessus. Alors, merci Julie. Nous avons une question sur que signifie problème structurel. Problème structurel, je sais pas dans quel contexte on nous pose cette question. Alors, ouais, je ne le sais pas non plus. Je pense qu'il y a peut-être un passage de vos slides où vous avez peut-être parlé de problèmes structurels, mais alors là, je ne m'en souviens pas non plus. Alors, peut-être que Julie, le temps que vous repreniez l'information sur vos slides, on va peut-être... Oui, ça y est, Linda. Okay. J'ai fait un CTRL F sur mes slides et j'ai identifié le mot structurel.
c'était quand on évoquait en fait le retour de la Commission européenne dans sa lettre du 2 juin sur l'interprétation la mutualisation possible ou non au sein même des groupes de sociétés. Et donc, là, on nous disait que la directive offrait certaines souplesses, et notamment de porter à la connaissance de la société mère les signalements relevant des problèmes structurels au sein du groupe. L'idée, c'est potentiellement s'il y a un problème structurel, d'organisation, peut-être un contrôle qui n'est pas bien fait dans le cadre des contrôles comptables, par exemple, qui n'est pas bien effectué ou quoi, s'il y a une difficulté là-dessus et qu'on se rend compte que cette difficulté, elle pourrait se répercuter sur toutes les sociétés du groupe parce que l'organisation même du groupe fait qu'on encourage la réalisation des faits qui seraient dénoncés, là, on peut se dire, on revoit le process au niveau de la filiale, bien sûr, pour que les faits dénoncés n'existent plus, mais on change aussi et on les répercute sur l'ensemble des filiales pour pouvoir les intégrer et que ces faits-là ne se produisent pas au sein des autres entités du groupe de sociétés. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord, merci, super. Donc c'est l'organisation même. Pardon. Merci Julie. Concernant les groupes de sociétés, les dispositions sont-elles les mêmes pour une société mère étrangère et une filiale française? Alors, c'est là où je vous disais qu'il va y avoir des impacts organisationnels sur les sociétés du groupe parce que la directive ne dit rien là-dessus, complètement muette, et là-dessus c'est un reproche qu'on peut lui faire bien sûr. Nous, ça rentre ici dans notre article 8 qui n'a pas de portée extraterritoriale. La loi Sapin 2 qui a pour certaines dispositions une portée extraterritoriale, c'est uniquement sur l'article 17. Donc quand on dépasse les 500 salariés et les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, là on n'est pas du tout dans le cadre de cette application d'article 17 avec les 8 piliers, le dispositif anticorruption. L'article 8, l'article 8 c'est dès que je dépasse 50 salariés. Donc là j'ai aucune portée extraterritoriale, c'est-à-dire que ça s'applique pour les sociétés qui sont établies en France. Et si vous avez des filiales en Allemagne ou en Italie, ça ne va pas s'appliquer, mais en revanche, parce qu'on parle de filiales européennes dans mes exemples, il va falloir appliquer la loi de transposition de la directive, donc la loi italienne ou la loi allemande. Donc là-dessus, évidemment, il peut y avoir quelques difficultés, quelques paramétrages locaux à intégrer. Et franchement, je le regrette évidemment. Le texte, il est très bien, mais on aurait tellement préféré un règlement plutôt qu'une directive qui évitait la transposition en droit interne et donc potentiellement 27 interprétations possibles. J'aurais préféré un règlement comme le RGPD directement applicable. Ça aurait été sans doute plus simple pour les sociétés, pour nous également qui vous accompagnons dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositifs. Merci Julie. S'il existe une procédure d'alerte Sapin 2, faut-il mettre en place une seconde procédure d'alerte pour respecter la transposition? Alors, on parle aussi d'un dispositif d'alerte Sapin 2. C'est juste que la loi Sapin 2 prévoit 2 dispositifs d'alerte. Celui-ci, article 8, dès qu'on dépasse 50 salariés, et celui de l'article 17, j'évoquais l'article 17 il y a un instant, dès qu'on dépasse les 500 salariés et les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est bien 2 dispositifs d'alerte. Et puis, si en plus, par exemple, vous êtes soumis à la loi devoir de vigilance, vous avez un 3e dispositif d'alerte à mettre en œuvre. Maintenant, c'est compliqué et pour le Kidam qui voudrait faire un signalement, comment distinguer qu'il est sur un signalement vigilance, un signalement article 8 ou un signalement article 17, c'est quasiment impossible. Donc l'idée, c'est de mutualiser les dispositifs d'alerte. On fait un dispositif d'alerte qui répond à l'article 8 si on est dedans, à l'article 17 si on est dedans, au devoir de vigilance si on est dedans, dispositif d'alerte qui présente toutes les caractéristiques de chacun de ces 3 dispositifs d'alerte et comme ça on est tranquille. Ça veut dire que si vous avez déjà un dispositif d'alerte Sapin 2, oui, il va falloir mettre à jour, revoir la procédure existante, puisque si vous avez un dispositif Sapin 2 article 17, par la force des choses, obligatoirement vous avez dépassé les 50 salariés, donc ça va être englobé et donc il va falloir revoir votre procédure, notamment parce que maintenant on a la possibilité le devoir de protéger les facilitateurs, les tiers, donc et puis surtout expliquer à ces salariés que la hiérarchisation des signalements n'existe plus, que le signalement en cascade n'existe plus, et donc c'est bien ce qu'ils font un signalement interne, mais qu'ils ont aussi la possibilité de faire un signalement externe ou un signalement public sous condition, là où plutôt ce qu'on voit dans les procédures existantes à ce jour, on parle pas on leur dit uniquement pour faire un signalement externe, il faut faire ce signalement interne. Enfin voilà, on leur met la pression là-dessus, bien sûr. Aujourd'hui, ce sera plus le cas. Merci. Alors, autre question, le lanceur d'alerte a-t-il toujours le choix d'être dans l'anonymat? Oui.
Oui, les signalements anonymes sont toujours possibles, bien sûr, et donc en fonction de si on est sur un signalement anonyme et que finalement on devait révéler l'identité du lanceur d'alerte, il bénéficierait de la protection, bien sûr, depuis son signalement et pas protection donc c'est rétroactif pour bénéficier, et ce serait la même protection qu'on vous a présentée ce matin, donc qu'il soit anonyme ou pas anonyme. En revanche, ce qui changera, c'est qu'on n'a pas l'obligation d'accuser de réception, je vous le disais, dans un délai de 7 jours si on ne sait pas à qui on doit accuser réception. Merci. Alors, bonjour. Si mon code de conduite est annexé au règlement intérieur et si le code de conduite fait référence au dispositif d'alerte, dois-je intégrer le dispositif d'alerte interne au règlement intérieur? Non, je pense que c'est bon parce que le code de conduite est lui-même intégré et dedans on a les dispositions du dispositif d'alerte. Donc là-dessus, il y a pas de difficulté si vous avez bien respecté la procédure et donc l'information, l'infoconsul du CSE et tout ça. Le code de conduite a par lui-même une valeur réglementaire, la valeur du règlement intérieur, donc sous réserve d'avoir respecté les dispositions du code du travail. Pour autant, objectivement, avec toute la modification qui va devoir être prévu, qui va devoir être intégré dans les procédures, vous allez devoir modifier votre code de conduite. Donc, en modifiant votre code de conduite, vous modifiez un document qui a valeur réglementaire. Donc, potentiellement, vous recommencez la procédure puisque c'est à la fois l'élaboration du code de conduite ou l'intégration dans le règlement intérieur, mais cette procédure, elle encadre aussi les modifications. Et donc là, on serait, à mon sens, dans un cas de modification. Donc, il faudrait prévoir cette procédure. Donc, les sociétés, autre question, disposant déjà d'un dispositif d'alerte interne, devront-elles représenter le dispositif modifié aux instances de dialogue social? C'est ce que je viens de dire, oui, exactement. Voilà. À mon sens, oui. Voilà. Après, il faut regarder dans quelle mesure vous allez modifier. Enfin, évidemment, ça c'est... Oui, maintenant, on n'a pas analysé la procédure telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être que vous avez été avant-gardiste et vous aviez déjà tout prévu, je ne sais pas. Mais oui, normalement, il y a une modification à prévoir. Donc, il faut vous mettre ça sur la to-do list 2022, puisque le délai de 6 mois, il va commencer à courir potentiellement dans pas très longtemps, parce que le Conseil constitutionnel ne s'endort jamais sur les décisions qu'on lui demande. Et du coup, 6 mois, on est sur l'automne. La visibilité, la mise en conformité, c'est pour l'automne 2022. Merci. Oulala, il y a vraiment beaucoup de questions. Donc, je le rappelle, si nous n'avons pas le temps et nous n'aurons pas le temps d'y répondre, de répondre à l'ensemble des questions, nous ferons comme les derniers webinaires, à savoir rédiger un article de blog, créer un article de blog dédié vraiment aux questions du webinaire, et Julie et EQS Group, quand il s'agira de questions pour EQS Group, nous y répondrons à travers cet article de blog. Alors, hop, donc ça... Oui, il y a des questions qui se répètent, peut-être, c'est ça, Linda? Oui, voilà, c'est ça, il y a des questions qui se répètent. On a déjà répondu, oui. Bonjour, est-ce que tout le texte s'applique aux alertes en matière de harcèlement, ou est-ce seulement la protection du lanceur d'alerte qui s'applique, à l'exclusion des règles de traitement? Alors, si c'est un harcèlement, potentiellement, c'est une violation du droit, de la loi, donc ça rentre dedans. Donc, il n'y a pas de difficulté pour moi pour intégrer cette protection en matière de harcèlement, puisque ça reste une violation de la loi ou du règlement. Merci Julie. Alors, il reste plus que 1 minute. Alors, il y a une question sur EQS Group. Va-t-il faire évoluer sa plateforme Integrity Line pour s'adapter à la nouvelle loi? Alors oui, c'est l'intérêt justement pour les entreprises de passer par des prestataires de solutions de recueil et de traitement des alertes, c'est-à-dire que dès qu'il y a une loi, la plateforme bien évidemment s'adapte aux réglementations, alors qu'elles soient locales, notamment françaises ou internationales. Donc voilà, c'est une plateforme clé en main qui vous permet effectivement une tranquillité d'esprit, on va dire, puisqu'effectivement, elle s'adapte à l'ensemble des réglementations et notamment sur la directive européenne sur la protection de lanceurs d'alerte. Elle sera parfaitement conforme. Alors, je pense que là, le temps, écoutez, il est déjà midi. Alors, voilà, avant de conclure, sachez que QS Group produit régulièrement
des contenus. Notre dernier livre blanc est un guide pratique qui reprend les points clés de la loi et les bonnes pratiques pour introduire dans son entreprise un dispositif d'alerte interne efficace et conforme à la loi. Donc, vous pouvez le télécharger depuis votre console. Concernant notre programme de webinaire, nous en organiserons plusieurs dans les prochaines semaines et mois à venir et ils couvriront toutes les thématiques du dispositif d'alerte interne. Celui-ci couvrait la thématique réglementaire et le suivant se déroulera le 14 avril à 11 h et traitera des bonnes pratiques pour implémenter un dispositif d'alerte interne efficace et conforme à la loi. Et je vous rappelle que vous pouvez désormais vous y inscrire en cliquant sur l'icône avec un haut-parleur sur votre console. Et les prochains webinaires traiteront de comment mener une enquête interne, comment communiquer avec succès sur son dispositif ou encore comment évaluer et contrôler l'efficacité de son dispositif d'alerte interne. Et nous ne manquons pas de réunir les plus grands experts du sujet. Et Julie, si vous êtes d'accord, nous pourrons également organiser un webinaire pour faire un point sur cette directive une fois les décrets sortis. Alors, avec plaisir, merci. Merci. Alors, vous pouvez également visiter notre espace ressources dédié aux professionnels de la conformité. Nous avons également créé un portail EQS Integrity Line où vous pourrez télécharger des contenus exclusivement dédiés aux lanceurs d'alerte, comme des études de cas, et en savoir plus sur notre plateforme de recueil et de traitement des alertes professionnelles. Et enfin, notre rapport 2021 sur les alertes professionnelles est également disponible. Vous pouvez le télécharger gratuitement depuis votre console également, ou à partir du lien communiqué sur ce slide si vous souhaitez en savoir plus sur les pratiques des sociétés en France, Allemagne, Royaume-Uni et Suisse en matière de dispositifs d'alerte. Voilà, le webinaire touche à sa fin. Je tiens à remercier infiniment Julie Belsorte. Un grand merci également à tous les participants. Le replay de cet événement sera disponible demain au plus tard et nous vous le ferons savoir par email. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, répondre à notre questionnaire de satisfaction accessible depuis votre console. Alors encore un grand merci pour votre participation. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous. Merci Julie. Merci, au revoir.